Titre 1er. La procédure d'alerte. Chapitre 1er. L'alerte donnée au sein de l'entreprise. L'alerte donnée au sein de l'entreprise est un mécanisme prévu par la loi qui permet à certains acteurs de l'entreprise, tels que les commissaires aux comptes, les associés ou le comité d'entreprise, de signaler des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Cette alerte peut être déclenchée lorsque ces acteurs constatent des difficultés financières, des problèmes de trésorerie, des pertes importantes, des litiges juridiques ou tout autre élément pouvant mettre en péril la pérennité de l'entreprise. L'objectif de cette alerte est de permettre à l'entreprise de prendre des mesures préventives et d'engager des actions correctives pour éviter une situation de crise ou de cessation d'activité. Elle vise à favoriser la détection précoce des difficultés et à permettre la mise en place de solutions adaptées pour assurer la continuité de l'entreprise. Section 1. L'alerte donnée par le commissaire aux comptes. L'alerte donnée par le commissaire aux comptes est une procédure prévue par la loi pour détecter les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation d'une entreprise. Cette alerte est déclenchée par le commissaire aux comptes lorsqu'il relève, dans l'exercice de sa mission, des faits pouvant mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Le commissaire aux comptes est tenu de déclencher l'alerte dès qu'il constate ces faits, sauf dans certains cas où le débiteur a déjà engagé une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Dans ce cas, l'alerte n'est plus nécessaire. Si le commissaire aux comptes estime que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, en exposant les constats et démarches effectuées. Il peut également transmettre au président du tribunal tout renseignement complémentaire sur la situation économique et financière de l'entreprise. Le non-déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes lorsque les conditions sont réunies constitue une faute et peut engager sa responsabilité. Ces dispositions ont été renforcées par l'ordonnance du 20 mai 2020, qui permet au commissaire aux comptes de déroger aux étapes de la procédure d'alerte en informant directement le président du tribunal en cas d'urgence et de refus ou d'insuffisance des mesures proposées par le dirigeant. Article L. 234-4 du Code de commerce. Article L. 611-2 du Code de commerce. Article L. 234-1 du Code de commerce. Ordonnance du 20 mai 2020. 1. L'effet générateur de l'alerte. L'effet générateur de l'alerte donnée par le commissaire aux comptes sont les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Ces faits peuvent inclure des difficultés financières, des problèmes de trésorerie, des pertes importantes, des litiges juridiques, des risques de non-conformité aux obligations légales ou réglementaires, etc. L'article L. 234-4 du Code de commerce précise que le commissaire aux comptes doit déclencher l'alerte lorsqu'il relève ces faits dans l'exercice de sa mission. Il est tenu d'informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, en exposant les constats et démarches effectuées. Il peut également transmettre au président du tribunal tout renseignement complémentaire sur la situation économique et financière de l'entreprise. Article L. 234-4 du Code de commerce 2. Le déroulement de la procédure d'alerte. La procédure d'alerte se déroule en plusieurs étapes, qui peuvent varier en fonction des acteurs qui déclenchent l'alerte. Voici les principales étapes de la procédure d'alerte. 1. Détection des faits. Le commissaire aux comptes, les associés ou le comité social et économique, CS, détecte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. 2. Information des dirigeants. Le commissaire aux comptes informe le conseil d'administration ou le directoire, les associés informent les dirigeants de l'entreprise, et le CS adresse une demande d'explication aux dirigeants. 3. Réponse des dirigeants. Les dirigeants de l'entreprise doivent fournir des explications sur les faits relevés et proposer éventuellement des mesures pour remédier aux difficultés détectées. 4. Rapport d'alerte. En cas de réponse insuffisante des dirigeants ou en l'absence de réponse, le commissaire aux comptes établit un rapport d'alerte. Le CS peut également rédiger un rapport d'alerte, éventuellement avec l'aide d'un expert comptable rémunéré par l'entreprise. 5. Communication du rapport. Le rapport d'alerte est communiqué à l'employeur, au commissaire aux comptes, s'il y en a un, et, selon la forme de l'entreprise, à l'organe collégial d'administration ou de surveillance, aux associés ou aux membres du groupement d'intérêt économique, GE. Il est important de noter que la procédure d'alerte peut varier en fonction du type d'entreprise, société commerciale, association, etc., et des dispositions légales applicables.
A. Dans les sociétés commerciales 1. Les sociétés anonymes. Dans les sociétés anonymes, la procédure d'alerte se déroule en plusieurs étapes. 1. Information du conseil d'administration ou du directoire. Lorsque le commissaire aux comptes détecte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le conseil d'administration, pour les SA avec conseil d'administration, ou le directoire, pour les SA avec directoire et conseil de surveillance. L'objectif est que les dirigeants de l'entreprise s'expliquent sur les faits relevés et prennent éventuellement des mesures pour remédier rapidement aux difficultés détectées. 2. Réponse des dirigeants. Les dirigeants de l'entreprise doivent fournir des explications sur les faits relevés et proposer éventuellement des mesures pour remédier aux difficultés détectées. Ils doivent également informer le commissaire aux comptes des mesures prises. 3. Rapport d'alerte. Si les dirigeants ne répondent pas de manière satisfaisante ou en l'absence de réponse, le commissaire aux comptes établit un rapport d'alerte. Ce rapport doit exposer les faits relevés, les démarches effectuées et les mesures proposées par les dirigeants. Il peut également contenir des recommandations pour remédier aux difficultés. 4. Communication du rapport. Le rapport d'alerte est communiqué à l'employeur, au commissaire aux comptes, s'il y en a un, et à l'organe collégial d'administration ou de surveillance de la société. Les associés peuvent également être informés du rapport d'alerte. Il est important de noter que la procédure d'alerte peut varier en fonction des spécificités de chaque société et des dispositions légales applicables. 2. Les autres sociétés commerciales. Dans les autres sociétés commerciales, en dehors des sociétés anonymes, la procédure d'alerte se déroule de manière similaire à celle des sociétés anonymes, mais avec quelques différences. Voici les principales étapes de la procédure d'alerte dans les autres sociétés commerciales. 1. Détection des faits. Le commissaire aux comptes, les associés ou le comité social et économique, CS, détecte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. 2. Information des dirigeants. Le commissaire aux comptes informe les dirigeants de l'entreprise, les associés informent les dirigeants de la société, et le CS adresse une demande d'explication aux dirigeants. 3. Réponse des dirigeants. Les dirigeants de l'entreprise doivent fournir des explications sur les faits relevés et proposer éventuellement des mesures pour remédier aux difficultés détectées. 4. Rapport d'alerte. Si les dirigeants ne répondent pas de manière satisfaisante ou en l'absence de réponse, le commissaire aux comptes établit un rapport d'alerte. Ce rapport doit exposer les faits relevés, les démarches effectuées et les mesures proposées par les dirigeants. Il peut également contenir des recommandations pour remédier aux difficultés. 5. Communication du rapport. Le rapport d'alerte est communiqué à l'employeur, au commissaire aux comptes, s'il y en a un, et à l'organe collégial d'administration ou de surveillance de la société. Les associés peuvent également être informés du rapport d'alerte. Il est important de noter que la procédure d'alerte peut varier en fonction des spécificités de chaque société et des dispositions légales applicables. B. Dans les autres groupements. Dans les groupements d'intérêt économique, GE, et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, la procédure d'alerte se déroule de manière similaire à celle des sociétés commerciales, mais avec quelques différences. Voici les principales étapes de la procédure d'alerte dans ces groupements. 1. Détection des faits. Le commissaire aux comptes, les associés ou le comité social et économique, CS, détecte des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. 2. Information des dirigeants. Le commissaire aux comptes informe les dirigeants de l'entreprise, les associés informent les dirigeants de la société, et le CS adresse une demande d'explication aux dirigeants. 3. Réponse des dirigeants. Les dirigeants de l'entreprise doivent fournir des explications sur les faits relevés et proposer éventuellement des mesures pour remédier aux difficultés détectées. 4. Rapport d'alerte. Si les dirigeants ne répondent pas de manière satisfaisante ou en l'absence de réponse, le commissaire aux comptes établit un rapport d'alerte. Ce rapport doit exposer les faits relevés, les démarches effectuées et les mesures proposées par les dirigeants. Il peut également contenir des recommandations pour remédier aux difficultés. 5. Communication du rapport. Le rapport d'alerte est communiqué à l'employeur, au commissaire aux comptes, s'il y en a un, et à l'organe collégial d'administration ou de surveillance de la société. Les associés peuvent également être informés du rapport d'alerte. Il est important de noter que la procédure d'alerte peut varier en fonction des spécificités de chaque groupement et des dispositions légales applicables. Section 2.
L'alerte donnée par les associés. Les caractéristiques de l'alerte donnée par les associés sont les suivantes. 1. Droit d'alerte. Le droit d'alerte est réservé aux associés non gérants des SARL et aux actionnaires des sociétés par action, SA, SA, SCA, détenant ensemble ou séparément au moins 5% du capital social. 2. Fait générateur. L'alerte donnée par les associés est déclenchée par des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. 3. Questions écrites. Les associés peuvent poser des questions écrites aux dirigeants de l'entreprise sur les faits relevés. 4. Limitation du droit d'alerte. Le droit d'alerte des associés est limité à 2 fois par exercice, mais ce calcul se fait par associé ou groupe d'associés et non globalement. 5. Réponse des dirigeants. Les dirigeants de l'entreprise doivent répondre aux questions des associés dans un délai d'1 mois, avec copie au commissaire aux comptes s'il y en a un. 6. Fin de la procédure. La réponse des dirigeants met fin à la procédure d'alerte donnée par les associés, mais le commissaire aux comptes peut exercer son propre droit d'alerte s'il estime que les réponses sont insuffisantes. Section 3. L'alerte donnée par le comité social et économique. Les caractéristiques de l'alerte donnée par le comité social et économique, CS, sont les suivantes. 1. Droit d'alerte. Le droit d'alerte économique est réservé au CS des entreprises comptant au moins 50 salariés. 2. Fait générateur. L'alerte donnée par le CS peut être déclenchée par des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Ces faits ne sont pas nécessairement de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, mais ils suscitent l'inquiétude quant à l'évolution de l'entreprise et ses conséquences sur l'emploi ou le niveau des salaires. 3. Demande d'explication. Le CS adresse une demande d'explication aux dirigeants de l'entreprise concernant les faits relevés. 4. Rapport d'alerte. En l'absence de réponse ou si la réponse est insuffisante, le CSE établit un rapport d'alerte. Ce rapport peut être rédigé avec l'aide d'un expert comptable rémunéré par l'entreprise. Il doit être communiqué à l'employeur et au commissaire aux comptes s'il y en a un. Le rapport d'alerte peut également contenir un avis sur l'opportunité de saisir l'organe collégial d'administration ou de surveillance de l'entreprise ou les associés dans le cas d'une société. 5. Confidentialité. Les informations communiquées dans le cadre de la procédure d'alerte restent confidentielles. Toutes les personnes ayant eu connaissance de ces informations sont tenues à la confidentialité. Il est important de noter que les caractéristiques de l'alerte donnée par le CS peuvent varier en fonction des dispositions légales spécifiques à chaque pays ou juridiction. Chapitre 2 ND. L'alerte donnée en dehors de l'entreprise. L'alerte donnée en dehors de l'entreprise fait référence à la possibilité pour des acteurs externes à l'entreprise de signaler des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Cette alerte peut être donnée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, ainsi que par des groupements de prévention agréés. Le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire dispose d'un droit d'alerte en cas de connaissance de faits mettant en péril la continuité de l'exploitation. Il peut convoquer les dirigeants de l'entreprise pour envisager des mesures de redressement, mais n'a pas de pouvoir de contrainte pour imposer ces mesures. Les groupements de prévention agréés ont également la possibilité de donner l'alerte en cas de faits préoccupants affectant la situation économique de l'entreprise. Ils peuvent adresser une demande d'explication aux dirigeants et établir un rapport d'alerte, qui peut contenir des recommandations pour remédier aux difficultés. Section 1. L'alerte du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Les caractéristiques de l'alerte donnée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sont les suivantes. 1. Droit d'alerte. Le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire dispose d'un droit d'alerte en vertu des articles L. 611-2 et L. 611-2-1 du Code de commerce. 2. Fait générateur. Le droit d'alerte est déclenché lorsque le président du tribunal a connaissance de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. 3. Convocation des dirigeants. Le président du tribunal peut convoquer les dirigeants de l'entreprise afin d'envisager des mesures permettant de redresser la situation. Il s'agit d'une invitation au dialogue pour sauver l'entreprise. 4. Obtention d'informations.
Le président du tribunal peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociale, ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. 5. Pouvoir de contrainte limitée. Le président du tribunal de commerce n'a pas de pouvoir de contrainte pour imposer des mesures aux dirigeants de l'entreprise. Section 2. L'alerte des groupements de prévention agréés. Les caractéristiques de l'alerte des groupements de prévention agréés sont les suivantes. 1. Adhésion au groupement. Les groupements de prévention agréés sont des organismes auxquels les entreprises peuvent adhérer volontairement. 2. Analyse des documents comptables et financiers. Les groupements de prévention agréés analysent les documents comptables et financiers des entreprises adhérentes afin de détecter des indices de difficulté. 3. Information du chef d'entreprise. Lorsque des indices de difficulté sont identifiés, le groupement informe le chef d'entreprise de ces éléments et lui propose éventuellement l'intervention d'un expert. 4. Absence de pouvoir de contrainte. Les groupements de prévention agréés n'ont pas de pouvoir de contrainte pour obliger les dirigeants à traiter les difficultés relevées. Leur rôle se limite à informer et proposer des mesures. Titre 2. Le recours à un mandataire ad hoc. Le recours à un mandataire ad hoc est une procédure permettant à une entreprise en difficulté de demander la nomination d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Cette procédure vise à aider le débiteur à surmonter ses difficultés et à prévenir une éventuelle cessation des paiements. Le recours à un mandataire ad hoc est prévu par l'article L. 611-3 du Code de commerce en France. Selon cet article, toute entreprise peut solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc afin de bénéficier de son assistance dans la résolution de ses problèmes juridiques, économiques ou financiers. Le mandataire ad hoc a pour mission d'aider le débiteur à trouver des solutions pour surmonter ses difficultés, telles que l'obtention de délais de paiement, de remise de dettes ou la recherche de partenaires susceptibles d'investir dans l'entreprise. La durée de la mission du mandataire ad hoc est fixée par le juge. Il est important de noter que le recours à un mandataire ad hoc ne conduit pas à un dessaisissement du chef d'entreprise. Le débiteur conserve ses prérogatives et le mandataire ad hoc n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Chapitre 1. Les conditions de nomination du mandataire ad hoc. Les conditions de nomination d'un mandataire ad hoc sont les suivantes. 1. Décision du débiteur. C'est le débiteur lui-même qui doit demander la nomination d'un mandataire ad hoc. La décision appartient donc au débiteur et ne peut pas lui être imposée par le tribunal. 2. Choix du mandataire ad hoc. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc, mais il existe des incompatibilités prévues par l'article L. 611-13 du Code de commerce afin de garantir l'impartialité et la moralité du mandataire désigné. Par exemple, une personne ayant perçu une rémunération de la part du débiteur ou de ses créanciers dans les 24 mois précédents ne peut pas exercer les fonctions de mandataire ad hoc, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. Chapitre 2 ND. La mission du mandataire ad hoc. La mission du mandataire ad hoc est d'aider le débiteur à surmonter les difficultés de son entreprise. Cette mission peut inclure les actions suivantes. 1. Assistance et conseil. Le mandataire ad hoc apporte son expertise et ses conseils au débiteur pour l'aider à trouver des solutions aux problèmes juridiques, économiques ou financiers rencontrés par l'entreprise. 2. Négociation avec les créanciers. Le mandataire ad hoc peut intervenir dans les négociations avec les créanciers afin d'obtenir des délais de paiement, des remises de dettes ou d'autres arrangements favorables à la restructuration de l'entreprise. 3. Recherche de partenaires. Le mandataire ad hoc peut aider le débiteur à trouver des partenaires susceptibles d'investir dans l'entreprise et de contribuer à sa relance. 4. Élaboration d'un plan de redressement. En collaboration avec le débiteur, le mandataire ad hoc peut participer à l'élaboration d'un plan de redressement visant à assurer la pérennité de l'entreprise. Titre 3. La procédure de conciliation. La procédure de conciliation est une procédure préventive qui vise à aider une entreprise en difficulté à négocier avec ses principaux créanciers et à trouver des solutions pour surmonter ces difficultés. Elle remplace la procédure de règlement amiable depuis la loi du 26 juillet 2005. Les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation sont les suivantes. 1.
Activité ou forme de l'entreprise. La procédure de conciliation est ouverte à tout débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ou personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à statut législatif ou réglementaire. 2. Difficulté de l'entreprise. Le débiteur doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible. 3. Non-état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Le débiteur ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. L'état de cessation des paiements correspond à l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. La procédure de conciliation permet au débiteur de bénéficier d'une période de négociation avec ses créanciers, sous la supervision d'un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Le conciliateur facilite les échanges entre le débiteur et ses créanciers et peut proposer des solutions pour résoudre les difficultés de l'entreprise. Sous-titre 1. L'ouverture et la procédure de conciliation. Chapitre 1. Les conditions d'ouverture et la procédure de conciliation. Section 1. Les conditions relatives à l'activité ou à la forme de l'entreprise. Les conditions relatives à l'activité ou à la forme de l'entreprise pour l'ouverture de la procédure de conciliation sont les suivantes. 1. Activité commerciale ou artisanale. La procédure de conciliation est ouverte à tout débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale. Cela inclut les entreprises qui maîtrisent et exploitent un cycle biologique végétal ou animal, les exploitants agricoles, les activités de culture marine et d'exploitation des marais salants, ainsi que l'activité de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, entre autres. 2. Personne morale ou personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante. La procédure de conciliation est également ouverte à toute personne morale de droit privé ou personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire. Il est important de noter que les personnes exerçant une activité agricole sous une autre forme qu'une société commerciale sont exclues de la procédure de conciliation et sont soumises à la procédure de règlement amiable prévue par le Code rural. Quelles sont les activités énumérées dans l'article L311-1 du Code rural? L'article L311 du Code rural énumère les activités établies qui relèvent du domaine agricole. Ces activités comprennent la